Dimanche 9 octobre 2016 à 9h, grand rendez-vous pris avec Badirou Aguemon, député à l'Assemblée nationale et président du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, COS-LEPI. Il opinera en direct et sans tabou avec les sujets qui font l'actualité du COS-LEPI ainsi que la vie de son regroupement politique au sein de la mouvance présidentielle. Le grand rendez-vous sur Soleil FM, Wilfried Adon et Virgile Arwancé en 90 minutes d'antenne assurent le service après-vente de l'actualité socio-politique. Le grand rendez-vous, Wilfried Adon, Virgile Arwancé. Heureux de vous retrouver au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique du Soleil FM. Virgile Arwancé, toujours au rendez-vous, est ici comme chaque dimanche pour ajouter une nouvelle brique à ce chantier radiophonique, toujours avec nos auditeurs en témoins actifs. Virgile, bonjour. Bonjour Wilfried Adon, bienvenue et bonjour à tous. Alors, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve chaque dimanche et cette fois-ci encore pour cette 143e édition de notre programme qui accueille un personnage qui, actuellement, à la faveur de l'actualité, député à l'Assemblée nationale, homme de confiance d'Adrien Ngouidi, il est surtout le président du COS-LEPI, le Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI. Badirou Aguemon, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Alors, bienvenue au grand rendez-vous. Je vous remercie de votre disponibilité et surtout d'avoir accepté de participer à cet exercice dominical d'explication, d'analyse et de commentaires de l'actualité perçue à travers le prisme des actes posés et de la parole entendue. Alors, sans davantage de formalités, allons dans le vif du sujet en commençant par, une fois n'est pas coutume, Virgile, par une question d'un internaute. Comment faites-vous pour que ce soit toujours le PAD qui préside le COS-LEPI? Quelle est la clé du succès de votre parti politique à la tête du COS-LEPI? Je vous remercie, c'est souvent une question qui me fait rire. Parce que, oui, ça me fait rire parce que... on vous l'a déjà posé. Elle revient souvent. Oui, les gens nous ont toujours posé cette question-là, mais en réalité, il n'y a pas de secret à ce niveau. Je crois que c'est les collègues, sont les collègues au Parlement qui nous font confiance le plus souvent. C'est vrai que Aaron Webla était au COS passé et cette fois-ci, les parlementaires qu'on a désigné. Il était au COS surpassé, il était au COS passé. Il était au COS surpassé, il était vice-président. C'est vrai qu'au COS passé, il a été président. Ben, cette fois-ci, les collègues m'ont fait également confiance et voilà, j'ai été désigné pour conduire avec mes collègues. Il n'y a pas de secret, mais il y a quand même des négociations de couloir. Ça veut dire que vous avez une certaine dextérité en matière de négociation avec vos collègues députés à l'Assemblée nationale. Comment ça se fait? Bref, il faut dire que nous on s'entend très bien avec les collègues au Parlement. Donc voilà, ils ont compris que... mais les autres fois risquent de ne plus être le PAD. C'est fort probable, mais ça on verra, hein, c'est tout. On verra. C'est fort probable. Alors, tout compte fait, vous êtes l'actuel président du COS-LEPI et vous avez lancé officiellement cette semaine les opérations d'affichage des extraits du fichier électoral national. Voulez-vous expliquer comment, pourquoi et en quoi consiste cette opération? Oui, vous savez que au thème des dispositions de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, le fichier électoral national doit être actualisé chaque année, dans la période allant du 1er octobre au 31 décembre. Et ce fichier doit être publié au plus tard le 15 janvier de l'année suivante. Et je pense que nous, au niveau du COS-LEPI, d'abord on a démarré les activités avec 2 mois de retard, puisqu'on devait commencer depuis le 1er juillet, mais malheureusement nous avons démarré véritablement les activités au mois de septembre et il fallait donc tenir quand même dans un délai constitutionnel puisque en principe la liste électorale devant être publiée au plus tard le 15 janvier, il fallait parer au plus pressé et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et voilà. Alors, généralement, le COS-LEPI rime avec difficultés financières, refus de financement,
gestion décriée des ressources humaines, guerre de clans, déclaration et contre-déclaration, etc. Comment se porte le COSLEPI version Badirou Agamon? Comme vous le constatez, vous voyez que d'abord nous travaillons tous dans une très bonne ambiance, malgré bien sûr les difficultés qu'on avait connues lors de l'installation donc, du bureau du COS. Mais très tôt, tous ces problèmes ont été totalement aplanis. Ah oui, comment vous faites après les guéguerres auxquelles nous avons assisté, les mésententes, les gens qui se sont fâchés, qui sont partis et tout le vacarme auquel nous avons assisté et brutalement, par un coup de baguette magique, comme si on avait appuyé sur un interrupteur, vous aplanissez tout ça et tout rentre dans l'autre. Comment vous faites? Il doit avoir quand même quelque chose. Non, apparemment, allez au Parlement pour voir ce qui se passe au Parlement. À l'Assemblée nationale, vous allez voir que ce que peut-être les Béninois voient à distance, c'est pas ça qui se passe entre collègues députés. Donc vous faites de la mise en scène devant les gens. C'est pas de la mise en scène. Quand il y a des intérêts, il y a quelques petits conflits, mais après donc que bon les choses se soient mises en ordre, c'est fini. Les conflits, mais qu'on sache se calmer comme ça aussi brutalement, plus brutalement quand même. De l'extraordinaire. Oui, c'est de la préjudication, c'est de l'insincérité. Non, c'est pas de l'insincérité. Si vous allez au COS aujourd'hui, vous allez voir que je travaille vraiment en parfaite harmonie avec tous les autres collègues, les 11 membres du COS, les pieds, tout se passe à merveille. Donc moi je pense que... Mais comment vous avez fait concrètement, comment vous avez fait pour que brutalement comme ça, Vigile, au bout de combien de semaines là, c'est très rapide. Et c'est prestigieux. J'ai pas envie de tirer le détail de mon côté, mais je peux vous dire que si vous allez déjà au Parlement, vous allez, généralement les gens pensent que bon, les hommes politiques s'entendent pas, ils se disputent entre eux. Bon, non, apparemment c'est pas ça. Allez au Parlement aujourd'hui, vous allez voir. Parfois, on n'arrive même pas à faire la différence entre FCBE et PRD ou bien Union fait la nation. Tout se passe tellement bien entre nous. On mange ensemble, on fait tout ensemble. Donc, ce que nous voyons là, nous qui ne sommes pas à l'Assemblée nationale, nous qui sommes les téléspectateurs passifs de ce que vous faites là-bas, ce que nous voyons, c'est un jeu de rôle, de la mise en scène, un peu du théâtre que vous faites, quoi. C'est ça qui fait un peu la force donc de la démocratie béninoise, puisque quand il s'agit donc de jouer sur l'intérêt national, donc l'intérêt du pays, je crois que les politiciens s'entendent généralement. Donc une fois qu'on a fini les petits conflits, bon voilà, on s'entend pour faire l'essentiel, construire la nation. Là où vous aurez du mal à jouer, c'est les opérations en cours actuellement. Dites-nous, monsieur Aguemo, comment cela se déroule exactement depuis 5 jours que cela a commencé à voilà. Bon, vous savez que déjà après notre prestation de serment à la Cour constitutionnelle, nous avons automatiquement démarré les activités par la formation donc des formateurs et ensuite nous avons eu un léger retard avec le Parlement dans la désignation donc, des membres de la commission communale d'actualisation de la LEPI, mais ça a été fait et automatiquement on a procédé automatiquement à leur formation et à l'installation de leur bureau. Et après ça, donc on a commencé à envoyer dans toutes nos localités, sur toute l'étendue du territoire, les extraits du fichier électoral avec les différents formulaires pour démarrer véritablement l'activité. Et l'activité a démarré effectivement donc depuis le 5 octobre passé. Est-ce que les Béninois sortent? Bon, on va sur ça de près. J'ai demandé à tous mes collègues d'être sur le terrain. Tout le monde va être sur le terrain. Mais pas affirmatif, ça veut dire qu'ils ne sortent pas encore. Bon, je crois que vous allez voir dans les tout prochains jours. Les gens vont sortir de toutes les façons, puisqu'on vient juste de lancer le 5 octobre passé donc l'opération véritablement sur toute l'étendue du territoire. Et nous sommes en train actuellement donc d'envoyer déjà dans toutes les localités les DA, c'est-à-dire les délégués d'arrondissement pour l'actualisation de la LEPI, et en même temps les coordonnateurs qu'on appelle les coordonnateurs départementaux qui doivent superviser un peu l'activité, et les coordonnateurs de zone. Je crois que d'ici là, probablement dans la semaine, vous allez voir sentir sur le terrain l'effectivité donc de l'opération. Les Béninois ne comprennent pas très bien qui sont ceux qui sont concernés par cette opération. En fait, ce qu'on veut réaliser, vous savez que nous avons d'abord tous ceux. Il y a en fait 3 catégories, je dirais. Il y a d'abord les omis, c'est-à-dire les gens qui ont réalisé la LEPI 2011 et 2013, mais qui en fait ne se retrouvent pas encore sur la liste électorale. Donc ceux-là, s'ils ont à leur disposition un récépissé pour prouver qu'ils avaient déjà réalisé la LEPI 2011-2013, là on les prend en compte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a les enfants qui avaient été pris en compte les 8 ans et plus, qui avaient subi le dernier recensement porte-à-porte, le recensement 2010 porte-à-porte. Ces enfants-là,
on va les inclure également donc dans l'actualisation donc de ce fichier électoral. Et ils doivent faire le déplacement. On doit prendre absolument, puisque les 12 ans et plus, c'est la loi qui nous demande donc de les prendre en compte. Donc ils doivent aller chez ceux-là qui sont ils iront d'abord voir sur la liste électorale, est-ce que leur nom figure, et on va maintenant les enrôler. D'accord. On va les enrôler. Ensuite, vous avez tous ceux qui ont leur carte d'électeur, leur carte biométrique, et qui en fait ont remarqué que sur la carte, il y a donc des données erronées. Tout cela doivent aller faire la réclamation. Ceux qui ont des photos qu'on ne peut pas reconnaître, là, ils peuvent aussi. Ceux qui ont grandi. Ceux qui ont les photos qui ne peuvent pas, ils font donc la photocopie de cette carte, de leur carte biométrique, et on va. Moi, ma carte Lépi, je ne me reconnais même pas moi-même sur la carte. Voilà. Donc, il faut prendre en compte tout cela, normalement. Donc, tous ceux qui ont donc des données personnelles là, on doit les prendre en compte également. Ensuite, nous avons les personnes qui malheureusement ne sont plus parmi nous, donc ceux-là, qui sont les décédés, donc on doit aussi donc procéder donc à leur radiation donc de la liste électorale, sans oublier aussi tous ceux qui ont perdu leur droit civique sur le plan juridique. Donc ceux-là aussi doivent être extirpés donc de la liste électorale. Je crois que globalement c'est ceux-là qu'on va prendre. Maintenant, il y a l'autre aspect, c'est les transferts. Parce qu'il y a des gens qui doivent quand même, qui ont changer de domicile ou de résidence, et qui demandent donc le transfert de le centre de vote vers un nouveau centre de vote. Ceux-là doivent aller faire des réclamations et on va les prendre en compte. Et ceux qui, pour une raison ou une autre, ont boudé l'opération en temps, qui n'ont jamais été enregistrés, qui n'ont jamais rien fait de la LEPI, ils ne sont pas concernés? Ceux-là ne sont pas concernés parce que si vous n'avez jamais fait la LEPI, vous allez attendre 2021 pour vous faire enrôler. C'est classique. Oui, c'est la loi qui le dit. Donc, puisque chaque LEPI, ça dure 10 ans, donc ça fait alors à 2021 pour prendre ceux qui n'ont jamais, ne se sont pas du tout fait enrôler. Ils vont attendre 2021 pour se faire enrôler. Si vous permettez, Wilfried, je ne trahis aucun secret en vous disant que j'ai reçu plus de 10 appels, je dis bien 10 appels dans le cadre de cette émission, des personnes qui s'érigent comme ça, comme des obstacles à l'opération qui se déroule en ce moment. Ce sont les présidents de commission d'arrondissement. Oui, ça, on va en parler, Vigile. Il y a un volet consacré au budget et à la gestion des sous. Parce que ça, c'est les reliquats des COS LEPI précédentes qui génèrent tout ça. On va y revenir particulièrement. Mais en attendant, je voudrais dire que le processus d'actualisation de la LEPI tient, n'est-ce pas, dans une fourchette spatio-temporelle au thème des dispositions de la loi que vous avez rappelé tout à l'heure, la loi 2013 du 25 novembre 2013 portant en code électoral au plus du Bénin. Le COS LEPI est mis en place le 1er juillet 2016 pour finir ses travaux le 31 janvier 2017. Tout à fait. Alors, déjà 2 mois de retard et votre mandat prend fin en janvier. Dans ces conditions, comment comptez-vous respecter ces délais qui, ma foi, sont incompressibles? Non, je pense que avant de démarrer une activité, il faut élaborer un programme d'activité. En tenant compte. Et ça, vous l'avez fait déjà? Nous l'avons fait. Je vais toujours dire ce que vous pouvez faire en 6 mois, vous pouvez aussi le faire en 4 mois. Il suffit de faire donc un bon planning. Et ça va être de qualité. Et ça va être de qualité. Vous pouvez compter sur. Ça veut dire que les 6 mois n'étaient pas nécessaires alors? Non, les 6 mois étaient nécessaires. Oui, parce que si vous pouvez le faire en 4 mois, ça veut dire que les 6 mois. Non, les 6 mois étaient nécessaires, mais quand vous êtes dans une phase d'urgence, vous faites avec l'urgence. Et c'est ce que moi je fais actuellement avec mon équipe. J'ai demandé que nous restions donc dans le délai constitutionnel, puisque après cette date-là, la Cour ne va pas nous laisser à continuer l'opération. Vous savez aussi que le clou de ces genres d'opérations, c'est ce qui se passe en ce moment, la phase d'enregistrement des personnes. Les Béninois d'ordinaire n'ont rien à faire de l'urgence des institutions, n'ont rien à faire ils se dépêchent pas. Oui, justement, c'est là où nous sommes en train de communiquer davantage pour demander à nos compatriotes de tout faire, de ne pas attendre le dernier moment pour aller se faire enrôler. D'aller très vite se faire enrôler. C'est vrai, nous sommes dans une période un peu difficile où il pleut abondamment, mais nous espérons que la pluie va quand même diminuer et que les gens vont sortir pour aller se faire enrôler et ne pas attendre le dernier moment. Oui, justement, je pose la question, ces opérations d'affichage, de recensement, des requêtes des citoyens dureront 21 jours. C'est bien cela. Et généralement, le COS LEPI lance cette activité dans les médias sans suffisamment informer les citoyens pour être obligés par la suite de faire des prorogations qui non seulement rallonge les délais, mais surtout obèrent le coût de réalisation de cette fameuse LEPI. Alors, j'imagine que vous avez fait la même chose cette fois-ci. Vous avez
faire une conférence de presse, de lancement, déclaration à Brandandan le 5 octobre dernier et tout ça, et puis ça s'arrête là. Alors, est-ce que les chefs quartiers, les chefs de village sont associés à l'opération pour aller gongonner au moins dans les quartiers et faire sortir les gens de leur domicile pour aller participer à cette opération, ou bien, bon, on fait de la communication cosmétique à Cotonou et puis on laisse le reste du pays? Comment vous faites? Vous savez, donc, dans notre stratégie de travail, nous avons pris en compte tous ces acteurs-là, y compris même dans notre budget, vous avez pris en compte même les chefs quartiers et parfois même les gongonneurs aussi. Donc pourquoi? Parce qu'il faut nécessairement communiquer. Il faut expliquer abondamment aux citoyens ce pourquoi ils doivent aller se faire enrôler. La LEPI, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est indispensable. C'est indispensable, je dirais. Est-ce que vous avez associé au moins les radios à cette opération? Parce que vous savez, nous sommes dans un environnement aujourd'hui où nous avons presque une radio par commune. C'est un gros avantage pour le pays. Et ces radios émettent dans les langues locales que comprennent nos populations. Alors, est-ce que vous avez un plan qui intègre ces radios à l'opération de communication devant orienter les citoyens à aller faire l'opération? Tout à fait. Vous savez que quand vous voulez réussir une opération, il faut laisser les experts, chacun dans son domaine. Le COS LEPI a mis en place une équipe de communication. D'accord? Une équipe de communication dirigée par quand même des journalistes, pas des moindres, que vous connaissez dans ce pays. Je crois qu'ils ont élaboré un plan de communication qu'on est en train d'appliquer à la lettre. Je crois que sur ce plan-là, vous devez comprendre avec moi qu'ils doivent nécessairement prendre en compte tout ce dont vous êtes en train de parler. Mais dites-nous, tout est beau, mais qu'est-ce qui ne va pas actuellement en ce moment, depuis que vous avez commencé il y a 5 jours? Bon, apparemment, moi je ne me plains pas. Je crois que quand vous démarrez... Soyons réalistes. Plutôt. Ça veut dire que tout va bien, il n'y a aucun problème. Parce qu'on a déjà entendu les autres COS qui vous ont précédé dire la même chose. On a vu ici le COS présidé par Sakalafia qui nous disait que tout allait bien. Tout allait bien, jusqu'au moment où au dernier moment on s'est rendu compte que tout nous est tombé dessus. Tout nous est tombé dessus et que tout n'allait pas si bien. Vous êtes apparemment dans la même logique, tout va bien. Non, mais vous dans le meilleur des mondes. Non, pas du tout. Vous savez que moi je bénéficie d'une période un peu d'accalmie dans le pays. Il n'y a pas d'élection en vue, il n'y a pas d'enjeu. Donc ça fait que les populations ils vont comprendre qu'ils doivent nécessairement sortir pour se faire enrôler. Il n'y a pas d'enjeu en tant que tel. Vous n'avez pas d'obligation de résultat. Est-ce que vous dites nous avons d'obligation de résultat. Surtout moi, souvent je dis, quand je m'engage dans quelque chose, je dois réussir. Je suis un homme qui aime bien réussir les choses. Mais justement, alors donc, nous avons l'obligation de résultat. Ce que vous dites là, est-ce que ce n'est pas un handicap carrément, contrairement à ce que vous êtes en train de dire? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a personne qui a envie d'aller voter. Les gens ont des problèmes de gestion du quotidien. Vous leur demandez d'aller s'inscrire sur une liste, d'aller faire des formalités, etc. Est-ce que ça, ce n'est pas plutôt un handicap qu'un avantage? Ce n'est pas un handicap, ce n'est pas du tout un handicap. Au contraire, je pense qu'au contraire, ça devait peut-être amener les gens à comprendre que vous savez que généralement, quand on est en période électorale, parfois il y a des formations politiques qui veulent peut-être empêcher d'autres candidats à aller se faire enrôler. Vous savez ce qui s'est passé avec la première, le CPS LEPI ici, avec autant de Alpha Bako. Aujourd'hui, il suffit vraiment d'informer, de conscientiser, de sensibiliser davantage donc la population pour qu'elle aille vraiment se faire enrôler, je crois. Le grand rendez-vous. Alors, M. Agamon, je vous le souffle, Vigie Avancé fait partie de nos compatriotes qui ne comprennent pas pourquoi les députés ont fabriqué cette loi, la loi dont nous venons de parler, la 2013-06 du 25 novembre 2013. Pourquoi vous avez fabriqué cette loi pour venir siéger vous-même, en tant que député, dans l'institution chargée de fabriquer l'instrument avec lequel vous allez vous faire élire? En ces temps de vaches maigres où tous nos concitoyens chantent en chœur que l'argent ne circule pas, qu'il y a la misère grandissante et que chacun embauche la trompette de son choix pour dire ces choses-là avec les mots qui lui plaisent, est-ce que vous seriez capable ou favorable, j'allais dire, à une relecture de la loi pour confier cette tâche à la Sénat dont le personnel aujourd'hui est entièrement en train de se tourner les pouces à ne rien faire et à se faire payer en rêvant à ne rien faire? Est-ce que vous serez favorable à faire quelque chose de ce genre? Non, si vous voulez, moi, ma réponse, comme j'ai dit, je suis souvent sincère dans ce que je dis, ma réponse est catégoriquement non. Pourquoi? Non, parce que vous savez que la paix, ça n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Et aujourd'hui, le COS LEPI que nous avons mis en place, pourquoi on a mis le COS LEPI? Parce que quand vous voulez la paix pour un pays, ça commence d'abord par la liste électorale. Il faut toujours avoir une liste électorale consensuelle. Parce que si la liste n'est pas une liste consensuelle, une liste fiable,
vous pouvez aller aux élections et après les élections, c'est la guerre qui peut commencer parce qu'il y aura des protestations sur des protestations et vous savez là où ça nous amène. Aujourd'hui, le Bénin bénéficie d'une paix depuis des années parce que les acteurs politiques se sont entendus pour que l'outil électoral qu'on a mis en place soit toujours un outil consensuel. Et je pense qu'on peut dépenser même des milliards, je dis même on peut dépenser des milliards pour que cette paix... Pour acheter la paix. Pour acheter la paix. Ça n'a pas de prix. Oui, mais... Et les gens ne comprennent pas. Et parfois, je n'arrive pas à comprendre... Mais ce que vous dites est bien beau, Badirou Aguemo, mais en quoi est-ce que confier la confession ou l'actualisation, tout au moins, de la liste électorale à la Sénat menacerait la paix? Non, mais vous savez... En quoi est-ce que ça menace la paix? Si la Sénat a pu organiser des élections, à proclamer les résultats dans les délais que vous constatez sans protestation, en quoi est-ce que lui confier la liste électorale à actualiser constituerait une menace grave ou gravissime à la paix? Oui, mais je peux vous dire que la Sénat, en fait, la Sénat bénéficie de... La Sénat n'est pas consensuelle? Non, attendez. La Sénat bénéficie des avantages donc du travail réalisé par le COSLEPI. Si déjà, en amont, il y avait des difficultés, la Sénat elle-même aura des difficultés. Quand on désigne, tous ceux qu'on désigne à la Sénat, qu'on veuille ou non, on va dire que c'est des cadres, ils ont prêté serment et que bon, après le serment, donc tout est OK. Comme vous aussi. Comme vous aussi. Comme nous aussi. Moi, je le reconnais comme nous aussi. Mais tant que les acteurs n'ont pas leur regard sur la liste électorale, vous allez voir qu'il y aura toujours des difficultés. Oui, mais des difficultés. Est-ce qu'il y a un autre mot pour désigner ce qui se passe là lorsqu'on sait que ce sont des gens qui sont appelés à, disons, les acteurs qui en même temps s'érigent en arbitre? Est-ce que c'est normal? Vous êtes juge et parti à l'OCOS-LEPI. Est-ce que ça vous fabriquez une liste avec laquelle on vous élit et donc vous pouvez fabriquer ce que vous voulez sans que ou bien le consensus qui se dégage vigile, c'est un consensus dans ce qui n'est pas peut-être trop clair, je ne sais pas moi. Est-ce que ça vous entendez le mot, c'est pas la tricherie? Est-ce que c'est pas la tricherie tout ça? Non, c'est pas la tricherie. Est-ce que les acteurs politiques finalement n'organisent pas une tricherie? Les acteurs politiques qui sont désignés représentent toutes les formations politiques qui se retrouvent au Parlement. D'accord? Et si tous ces acteurs politiques se retrouvent au sein du COSLEPI, et donc ils savent qu'ils ont leur regard sur la liste électorale, ils ont leur regard sur le fichier qui va sortir et qu'on va produire pour les élections. À partir de là, ça veut dire qu'il n'y aura plus de problème. Mais si jamais il n'y a qu'une formation politique ou bien il y a des cadres désignés par je ne sais qui et qui contrôlent cette liste-là, vous savez ce qui peut se passer? Non, c'est pas des cadres. La Sénat, vous avez désigné les membres de la Sénat, non? On a désigné les membres de la Sénat. On a désigné les membres de la Sénat parce que déjà on était rassurés en amont qu'au moins nous avons un outil qui nous permet d'aller aux élections. La liste électorale était en difficulté quand vous avez désigné les membres de la Sénat. Ce n'était pas vrai. On était dans une grave incertitude d'ailleurs. Mais c'est toujours quand même avec cette liste qu'on est allé aux élections. Oui, bien sûr. Le consensus a été recueilli d'abord en amont. C'est ça le vrai problème. Moi je pense que... Monsieur Aguemo, faisons un peu de la fiction qui n'était pas loin de la réalité. Oui. L'honorable Augustin Rouebla, il a été le président de COSLEPI. Oui. Il aurait pu être le candidat du PRD, n'est-ce pas? Il aurait pu gagner les élections. Vous pensez que dans un pays normal, que c'est normal de faire des choses comme ça? Qu'il ait confectionné la liste pour finir par gagner les élections. Non, je suis désolé. Il aurait pu être président. Il était président de COSLEPI. Il aurait pu être peut-être candidat du PRD. Mais ce qui est sûr, il n'aurait pas gagné. C'est ça? Il n'a aucun moyen de modifier ou bien de traficoter, d'agir sur la liste électorale du moment où il y a les collègues. Empêcher les gens de penser cela? Bon, les gens peuvent penser, mais les collègues qui représentent... Mais vous avez parlé de la paix, est-ce que ce n'est pas une cause de non-paix, de violence? Parce que vous parlez de consensus. Est-ce que les suspicions accumulées ne font pas entorse à ce consensus dont vous parlez? Au niveau, ce que je vous fais comprendre, c'est qu'au niveau de la liste électorale, de la confection de la liste électorale, il y a toutes les formations politiques qui ont leur regard sur ce fichier-là. Et à partir de là, à partir de ce moment, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il n'y a aucune inquiétude, il y a un consensus qui se dégage et qu'on envoie cette liste au niveau de la Sénat pour organiser les élections, le problème ne se pose plus. Oui, mais alors le problème est où? Les Béninois ou les Ghanéens? Les Ghanéens qui plutôt ont fait confiance à une institution comme la Sénat et ça se passe comme ça depuis des années. Je peux aussi donner l'exemple des Sud-Africains. Oui, vous savez, nous sommes actuellement dans un processus évolutif. On n'a pas encore atteint, on va aller progressivement. Peut-être que pour les années à venir, où on est sûr maintenant que le fichier électoral est déjà un fichier compact, on peut en ce moment-là dire, bon, il n'y a pas tellement de modifications majeures à réaliser au niveau du fichier électoral. Et en ce moment, on peut s'assurer, confier ça à des institutions qui peuvent faire le travail correctement. Mais à l'étape où nous sommes aujourd'hui,
nous devons faire très attention et savoir que la paix n'a pas de prix. Et pour éviter cela, il faut faire en sorte que le fichier électoral soit un fichier consensuel, accepté par tout le monde, avant que la Sénat organise les élections. Et cette échéance à laquelle vous faites allusion, on peut l'espérer pour 2021 par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque beaucoup de Béninois s'interrogent que les réformes envisagées par le président Patrice Talon n'est pas du tout brossé cela. On peut, en vous entendre, penser que c'est peut-être les acteurs politiques qui l'ont contraint à cela. Mais, vous savez, le président Talon va amener ses réformes au Parlement. Et c'est les députés qui décident de ce qui en sera de ces réformes. Et alors? D'accord? Donc, laissez-moi vous dire que tout au moins ce Parlement que nous avons aujourd'hui, c'est un Parlement que moi personnellement j'admire. Pourquoi? Parce que c'est un Parlement qui regorge donc de cadres, des gens compétents qui savent ce qu'ils veulent et qui s'entendent. Il en a vu été ainsi. Non, on a vu des parlements, dans ce pays. Remplis de racoleurs, vous voulez dire? Je ne veux pas prononcer le mot, mais je dis ce Parlement que nous avons aujourd'hui, vous regardez à majorité sur les 83 députés que nous sommes, vous allez avoir au moins plus de 75% des gens très compétents qui sont bien dans leur domaine et qui savent qui sont là pour défendre le pays. Et par conséquent, moi je pense que... Et qui prononcent aussi assez bien leurs intérêts. Les intérêts. Qu'est-ce que vous appelez intérêt? Vous appelez quoi intérêt? On est là pour le pays, on travaille pour le pays, et rassurez-vous, comme tous les rassurez-vous, on se repose pas aussi Parlement-là, surtout avec une personnalité comme Maître Adrien Ngouédi. Oui, bon, évidemment, ce Parlement est dirigé par Maître Adrien Ngouédi, président de votre parti. C'est bien normal que vous en disiez autant de bien. De toute façon, revenons aux questions essentielles. Vous avez installé les commissions communales d'actualisation à l'élection des membres. Vous avez procédé également à l'élection des membres de leur bureau, à la formation de tous les acteurs. Mais il se dit que le COSLEPI reste devoir à certains de ces acteurs. Comment pouvez-vous compter sur la disponibilité de ces acteurs, sur leur célérité quand ils réclament en vain plusieurs mois depuis plusieurs mois de l'argent qui leur juste 3 mois, on t'a dit. Voilà. Alors dans l'allocution que vous aviez prononcée pour le lancement officiel des opérations d'affichage, vous avez chaleureusement remercié le gouvernement et son chef, et plus précisément les ministres en charge de l'économie et des finances et celui des relations avec les institutions pour leur disponibilité. Est-ce que nous devons en déduire que vous avez là reçu les milliards nécessaires à l'opération? Je vous remercie. Je voudrais d'abord en entame présenter toutes mes excuses à tous les collaborateurs, le personnel d'appui qui ont travaillé avec le COS passé, à qui nous restons devoir quelques indemnités. Un milliard, c'est combien? Non, c'est pas un milliard. C'est pas si on compte les prestataires, c'est vrai, ça fait le milliard. Si on Combien de milliards? On prend. Ça intéresse bien les journalistes. Ça. Non, laissez-moi. Je suis en train sur ce dossier-là. Je suis en train sur ce dossier-là. Mais je tiens d'abord à présenter quand même toutes mes excuses à tous ces collaborateurs, en particulier donc les CCA qui ont travaillé, les DA, il faut comprendre même certains chefs quartiers qui ont travaillé pour le COS passé. Les Congolais aussi. Bon, voilà. À toutes ces petites gens-là, le COS doit de l'argent. À notre installation, j'ai fait le point. D'accord? De tout ce qu'on leur doit, et j'ai d'abord envoyé l'état des lieux de secours, donc des dettes antérieures, en direction bien sûr du ministre des Finances, qui a répondu favorablement. Et actuellement j'ai introduit le dossier, le dossier va être introduit en Conseil des ministres, et je voudrais les rassurer, puisque nous avons encore au moins 4 mois d'activité au COSLEPI, donc jusqu'en 31 décembre, que je ferai tout pour qu'ils soient payés. Ils seront payés, à tout au moins. Ces acteurs qui ont travaillé avec nous seront payés. Donc nous sommes sur ce dossier-là, et il n'y a aucune inquiétude. Maintenant, quand vous me demandez si le gouvernement nous a donné des milliards, non, quand vous démarrez une activité, on dit une mission, les moyens. Nous avons élaboré notre budget d'activité. Justement, le budget s'élève à combien? Parce que les COS précédents, on nous a dit, il y avait un COS qui n'avait même pas élaboré son budget, le budget était élastique tout le temps. Bon, alors, le vôtre, ça s'élève à combien déjà? Vous saurez ça dans les tout prochains jours, mais je peux vous dire que nous avons réalisé un budget très raisonnable. Nous avons mis en place un budget, nous avons confectionné un budget très raisonnable, en tenant compte bien sûr. Mais vous l'avez déjà introduit. Quand je dis le budget est introduit, tous les cadres du ministère des Finances ont étudié le budget rubrique par rubrique et accepté. Je peux vous garantir que le budget a été accepté.
Et aujourd'hui, je crois que dans les tout prochains jours... Mais on peut nommer le montant alors. Bon, attendez que le gouvernement le nomme le montant parce que ce n'est pas... Il revient au gouvernement donc d'approuver le budget. Mais je peux vous dire à l'avance que le budget a été accepté et c'est un budget très raisonnable. Il est plus élevé que le budget précédent? Non, c'est pas très élevé. C'est beaucoup un budget qui est essentiellement... un budget qui est essentiellement un budget donc de fonctionnement des opérations sur le terrain. Mais je voudrais être insistant sur la question d'ardoise de ceux à qui on doit, puisque je vous ai dit tantôt, il avait plus d'une dizaine d'appels pour réclamer les dûs, comme si c'était le COSLEPI. Mais l'argent qu'on leur doit, c'est actuellement où? C'est dépensé dans l'autre COSLEPI, les activités de l'autre COSLEPI, ou c'est le gouvernement qui n'a pas débloqué? En fait, vous savez que vous avez vu les conditions dans lesquelles nous avons fait les élections présidentielles. Quand nous avons fait le point, en fait, c'est le gouvernement qui n'a pas débloqué ces fonds-là. C'est le gouvernement qui n'a pas débloqué ces fonds. Et nous avons échangé avec le ministre des Finances, pas le ministre, avec les collaborateurs du ministre des Finances, et ils ont compris que effectivement les sous devaient être débloqués, mais ça n'a pas été débloqué. C'est pour ça que je suis en train de rassurer tous les prestataires, y compris les acteurs que nous-mêmes nous avons désignés pour nous accompagner sur le terrain, que dans les tout prochains jours, ils seront payés. Leur argent est là pour parler comme ça. Leur argent est là. Ils seront payés. C'est incroyable quand même, Vigile, qu'on puisse organiser des élections à crédit depuis 6 mois. Et le président est là. Et puis on doit de l'argent de petites gens, les gongonneurs, même des journalistes, tu as dit. Bien sûr. Les journalistes et tous ces prestataires, ces petits prestataires-là, ont contribué d'une façon ou d'une autre à l'organisation d'une élection, mais que nous avons eu à réaliser. Et le président est là. Non, ce qui s'est passé, vous savez que la manière dont nous avons fini au niveau du COS passé, j'étais membre du COS passé. Et nous avons fini, nous avons mis la liste, nous avons fait sortir la liste électorale. Mais il fallait après confectionner les cartes biométriques. Et c'est là où tout a changé un peu. Puisqu'à un moment donné, le COS avait dépassé son délai et la Cour constitutionnelle a sonné la fin. Et nous avons dit de plier bagage. Et on a remis. On n'a pas eu le temps de faire les affaires, de ranger les affaires. Donc on n'a pas eu le temps de ranger correctement les affaires. Et là, on a confié le reste à l'SCNT. Et c'est l'SCNT qui a dirigé les affaires à ce niveau et qui a travaillé avec ces acteurs-là, les CCA, les DA et consorts, pour terminer les élections présidentielles. Et à ce niveau, on n'a pas pu les payer parce que il n'y avait plus de liquidité en tant que telle. Et quand je suis arrivé, nous avons fait le point avec comment on appelle tous ces cadres de l'SCNT, aujourd'hui dénommé ANT, Agence nationale de traitement, et nous avons eu le montant global, prestataire par prestataire, y compris bien sûr les CCA, les DA et consorts. On a une idée globale. Et nous avons introduit ça en conseil. C'est à des milliards. C'est des milliards, mais qui sont reconnus par le ministère, qui va être remboursé. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les dispositions que vous prenez pour que, à la fin de votre mandat en janvier 2017, vous aussi, vous ne laissez pas des ardoises, que le prochain COSLEPI va traîner, etc. Parce que, à force de faire ça, est-ce que le COS ne va pas se décrédibiliser vis-à-vis des personnes avec lesquelles il travaille? Chacun a sa manière de travailler. Oui, la vôtre prévoit quoi? Moi, je dis, quand vous confectionnez un budget, ça veut dire que vous avez des rubriques qui sont financées, et dès que vous finissez une opération, vous payez. Je fonctionne comme ça aujourd'hui avec mon équipe. Ça veut dire que toutes les opérations, étape à étape, qui seront réalisées, en fonction donc du plan de décaissement, de ce qu'on va nous remettre, nous allons payer au fur et à mesure. Je ne laisserai aucune ardoise avant de partir. Une promesse du président du Conseil. Je prends l'engagement de tout faire pour ne pas laisser une ardoise. Le grand rendez-vous. Alors, le COSLEPI officie dans un pays où l'actualité est assez fournie cette semaine. D'abord, la déclaration de patrimoine. Le député Badirou Aguemo a-t-il déclaré son patrimoine ainsi que le prescrit la loi votée par le Parlement où il siège? Oui, moi je ne mens pas, je n'ai pas encore déclaré mon patrimoine. Et pourquoi? Bon, je vais le faire. C'est pas encore tard, nous avons un mandat de 4 ans et voilà. Mais la loi dit de le faire à l'entrée. Bon, à l'entrée, moi je ne l'ai pas fait. Je le dis ouvertement, j'ai pas la langue de boire. Je le ferai. Ça, vous pouvez compter sur moi, je vais le faire nécessairement. Oui, ça fait le deuxième député. Nous avons reçu un député ici qui nous a dit que, ces procédures sont compliquées. Alors ça m'a fait marrer parce que je me suis rendu compte que des députés que nous avons élus siègent à l'Assemblée nationale, votent des lois eux-mêmes
inapplicable. Et qui inapplicable à eux-mêmes. Parce que la loi est tellement compliquée qu'ils ne peuvent même pas se l'appliquer à eux-mêmes. Pourtant, mais ils votent des lois qui nous appliquent à nous autres. C'est quand même curieux, non? Moi, monsieur Aguemon? je connais plusieurs collègues qui ont déjà déclaré le patrimoine. Je peux vous le dire. Non, ils sont pas. Je ne vais pas citer leur nom. Non, ne les citez pas. Mais je les connais. Ne les citez pas. Nous les connaissons aussi. Ils ne sont même pas 10 sur 83. Je ne l'ai pas fait. Je reconnais que je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire nécessairement. C'est ce que je dis. Oui, monsieur le président. Ils ne sont pas 10 sur 83 députés qui ont déclaré. Ils sont 6 précisément. 6. Nous avons la liste. Oui, on les connaît. L'autorité nationale de lutte contre la corruption a publié la liste de façon très claire. C'est sur Google, tout le monde peut le voir. C'est même sur Google. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça, monsieur le président? Comment se fait-il que c'est si difficile de déclarer les biens? Alors, on se pose des questions, on ne comprend pas. J'ai vu Jean-Baptiste Elias, Gustave Assa, Martin Assoba, tous ces acteurs de la société civile, Sénévé, Ségosier, toute cette semaine durant, pour chercher à comprendre comment est-ce que vous ne déclarez pas vos biens alors que c'est dit dans la loi que vous avez voté vous-même 15 jours après votre entrée en fonction, vous devez l'avoir fait. Pourquoi? Quel est le blocage? Est-ce que c'est les formalités, comme l'avait dit Louis Vlavoni ici, qui sont compliquées? Est-ce que c'est le manque de temps? Est-ce que c'est la mauvaise volonté? Est-ce que c'est la peur de révéler ses avoirs au public? Qu'est-ce que c'est? Encore que ça ne se publie même pas. Ça ne se publie pas, non. Oui, mais en fait, c'est pas la peur de révéler ses avoirs, mais je crois que c'est beaucoup plus lié au temps. Je vous dis, c'est beaucoup plus lié au temps. Les députés travaillent pour nous, donc ils n'ont pas assez de temps. On travaille tellement que, bon, parfois pour s'asseoir, bon, c'est vrai, nous avons nos cabinets, mais c'est pas aussi évident. Je l'ai dit, moi, à présent. Moi, je l'ai pas fait. C'est pas une mauvaise volonté de ma part. Je sais ce que j'ai, donc je peux déclarer, je n'ai aucune inquiétude de déclarer ce que j'ai comme patrimoine, mais je ne l'ai pas fait. Mais on va quand même régulariser la situation. Qu'est-ce que ça vous fait depuis qu'il a cette pression-là dans les médias? Les députés n'ont pas déclaré leur bien. Vous en foutez pratiquement. On a l'impression que les députés s'en foutent. La loi qu'ils ont votée. Bon, enfin, qui causent toujours, on verra bien. Ils n'ont qu'à causer. Quand ils vont s'épuiser, ils vont se taire. C'est un peu ça, cette attitude que vous développez là. Non, pas du tout. Laissez les députés, ils vont se mettre à jour. C'est tout ce que je peux dire. Juste à la fin de leur mandat. Ne vous en faites pas, ils vont se mettre à jour. alors, monsieur le président, sur les réseaux sociaux cette semaine, une liste de personnalités a été publiée sur laquelle se trouve le nom du président Dien Oumwedi, qui n'aurait pas déclaré lui aussi, c'est bien, des articles et des démentis aussi longs que le fleuve Ouémé ont été publiés à la chaîne. Mais puisque vous êtes là, peut-être que vous allez nous dire concrètement ce qu'il en est. Est-ce qu'il a déclaré ses biens, oui ou non? Le président du Parlement. Le président du Parlement lui-même, est-ce qu'il a déclaré ses biens? Pour qui connaît Maître Adrien Oumwedi, vous devez savoir que c'est un homme de principe. Donc que je peux vous dire qu'il a déclaré ses biens. Allez vérifier. Nous avons vu aussi sur les réseaux sociaux la réponse, il a déclaré ses biens un an après. Pourtant, vous avez dit que le principe dit, la loi dit 15 jours. Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait? Le plus important, c'est de le faire. Vous pouvez le faire à la fin de son mandat. Vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je ne l'ai même pas fait. Vous avez respecté. Moi, il ne l'a même pas fait. Lui, en tant que président du Parlement, il a donné l'exemple. Donc, je crois que c'est pour ça que je vous disais, laissez-nous, nous allons régulariser la situation. Laissez les collègues tranquilles. Monsieur le président, si le temps est qu'on peut le faire un an après son entrée en service, pourquoi avez-vous senti le besoin de mettre dans la loi que c'est 15 jours? Pourquoi avez-vous fait ça? Mais sautez cette limite-là et faites ça comme vous voulez, quand vous voulez. C'est mieux, non? On verra. Vous pouvez attendre la veille de votre départ du Parlement et vous déclarez vos biens. Alors qu'on a dit à l'entrée et à la sortie. C'est ce qu'on a dit. C'est vous-même qui avez mis dans la loi. C'est incroyable. Ou alors c'est nous qui avons un problème. Ou bien on vous accuse on fait du harcèlement. Je ne sais pas ce que vous cherchez là en fait. Honnêtement, je ne sais pas ce que les journalistes cherchent à vouloir connaître la déclaration des députés. C'est la loi. Oui, c'est la loi. Jetez la loi. C'est la loi. Vigie, attendez, je vais lui expliquer. Ce que nous cherchons, nous. Qu'est-ce que vous cherchez finalement? En fait, c'est une curiosité. Oui. Pour moi, personnellement, une curiosité de me rendre compte que nos brillants députés qui siègent à l'Assemblée nationale peuvent voter des lois qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes. C'est incroyable. C'est une grosse curiosité. À l'écoute. Que vous votez une loi dans laquelle vous mettez des choses que vous êtes incapable de vous appliquer à vous-même. C'est curieux. Alors, vous n'avez pas le droit de faire ça alors que vous votez des lois qui s'appliquent à nous autres. C'est pas normal. Il y a ce qu'on appelle la gouvernance par l'exemple. Et vous indiquez le chemin à suivre et vous êtes incapable de suivre le chemin, mais vous nous demandez, nous autres, de suivre ce chemin-là. C'est ça qui me paraît curieux, moi. Je vais continuer chaque fois que je recevrai un homme politique ici, notamment les députés, à leur poser cette question jusqu'au jour où on s'apercevra que
que tous les 83 ont mais vous avez déposé vos dépôts. Parce que ce n'est pas acceptable. Vous en convenez. Je suis d'accord avec vous. On va régulariser, ne vous en faites pas. Le grand rendez-vous. Alors, dernière question peut-être, avant d'ouvrir le standard à nos auditeurs. On va l'ouvrir un peu plus tôt aujourd'hui. Non, il a des questions. Que tu veux le poser encore. Bien sûr. Moi, je n'ai pas encore épuisé ma liste. Bon, très bien. Alors, abordons cette question-là avant d'ouvrir la liste de vigiles. Bon, alors, tout activisme des mouvements estudiantins est interdit jusqu'à nouvel ordre sur les campus des universités du pays. Cette décision du gouvernement fait beaucoup jaser dans l'opinion. Certains en font l'affaire de l'année. Le gouvernement a violé la constitution en tornant d'autres. Pour d'autres encore, la Rupie a franchi le Rubicon en déclarant la guerre aux défenseurs des libertés. Quel est l'avis de Badirou Agamon sur le sujet? Non, vous savez, quand un gouvernement prend une décision, il faut l'analyser à tête froide. Il faut l'analyser à tête froide. C'est vrai que nous avons tous été responsables estudiantins, donc sur les campus universitaires, on a été tous des responsables. C'est vrai que c'est un peu difficile d'accepter une telle décision venant de la part de notre gouvernement. Mais il faut faire du recul et analyser ce qui a amené le gouvernement à prendre une telle décision. C'est ce que moi je voulais d'abord dire, donc analysons. Parce que le président Talon, un bon démocrate, ne peut pas se permettre donc de dire nous suspendons toutes les associations universitaires. Il est un bon démocrate? Oui, c'est un bon démocrate, ça je peux vous rassurer, c'est un bon démocrate. Et il sait d'où il vient, donc il ne va pas quand même nous imposer la dictature tel que je le connais, il ne va jamais aller à ce niveau. Mais les événements passés sur le campus ont peut-être motivé le gouvernement à prendre cette décision, peut-être pour calmer un peu la situation sur le campus, quitte à reprendre après les choses dans les normes. C'est pour ça que je dis, prenons les choses d'abord à tête froide. Ne précipitons pas les choses, n'analysons pas très vite. Et c'est vrai, les étudiants ne seront pas peut-être d'accord, mais ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé sur le campus. Moi, je suis professeur d'université. Vous savez que je suis enseignant à la faculté de médecine. Et c'est pas aussi facile de voir que, bon, sur le campus, qu'on insulte les enseignants, ou bien peut-être qu'on aille chercher des matières, qu'on a cherché les matières fécales, qu'on badigeonne les salles de classe, les tables, les murs. Ce n'est pas bon. Et il paraît même qu'il y a des ghettos, il y a des réseaux sur le campus. Je pense que cette décision, il faut l'analyser à tête froide. Je ne suis pas de ceux qui demandent à ce qu'on suspende les associations universitaires. On en a besoin sur le campus. Mais compte tenu de la situation de l'heure, il faudrait d'abord que nous nous calmions et qu'on essaie de suivre un peu le gouvernement dans sa démarche. Peut-être que c'est une démarche qui va aplanir les divergences sur le campus et qu'après, bon, vous allez voir que les choses vont rentrer dans l'ordre. Badirou Agamon, vous l'avez dit, vous avez été responsable étudiant. Est-ce que ceux-là sont particuliers? Est-ce qu'ils sont particulièrement dangereux au vu de ce que vous avez été des générations d'étudiants qu'on a vus? Oui. Quand nous on avait été étudiants, on n'a jamais vu quand même les étudiants se lever, aller chercher des matières fécales pour badigeonner quand même les salles. Même on avait nos moyens de lutte, on avait nos moyens de lutte, aller voir Bongbata, aller demander à tous ceux-là qui ont été tellement de grands responsables universitaires donc sur le campus. Il y a des moyens, on ne détruit pas le patrimoine de lequel vous allez quand même travailler. C'est pour ça que je dis, et il y a pire. Je peux vous dire, il y a pire sur le campus. Allez-y. Je ne vais pas tout dévoiler ici, mais ce que je dis, je voudrais inviter d'abord nos enfants, parce que ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. On va les inviter à se calmer. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'ils évoluent, qu'ils étudient correctement et qu'on termine les années universitaires correctement. Mais aujourd'hui, vous voyez comment ça se passe sur le campus. On n'arrive jamais à terminer correctement une année académique. Ce qui est déplorable. Et ça agit automatiquement sur le niveau de formation donc, de nos enfants. Je pense que cette décision du gouvernement est à analyser à tête froide. J'ai vu nos aînés syndicalistes monter au créneau pour fustiger, c'est normal. Ils sont dans leur rôle, c'est normal, mais je souhaiterais vraiment que tout le monde mette la belle à terre et qu'on attende, qu'on suive correctement la démarche du gouvernement et vous allez voir que les choses vont revenir dans l'ordre. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la quiétude sur le campus universitaire. Oui, mais est-ce que le gouvernement n'est pas en train de baisser les armes carrément face à cette situation? Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce les associations fêtières d'étudiants qui ont décrété ces actes-là? Vous avez parlé tantôt de badigeonnage par des excréments, donc des bâtiments. Aucune association n'a revendiqué cela.
Mais le constat a été fait quand même, de toute façon. Il y a un est-ce constat. que de pareil, ces constats, c'est pas les individus si c'est les individus, si c'est les individus, donc il faut mener les enquêtes et situer les responsabilités. Est-ce que c'est pas ça que le gouvernement on parle d'anciens militaires, est-ce que vous en avez vu, est-ce que vous en connaissez? Non, mais vous n'avez pas les torturés, pourquoi ne nous en montre pas? Personne n'est jamais venu. Pourtant, nous sommes tous issus d'une famille. Aucune famille s'est plaint encore qu'on a torturé son enfant sur le campus, non? De toutes les façons, sur le campus, on avait revendiqué qu'il y a des actes de vandalisme sur le campus. Et ça, il faut condamner. Il faut condamner les actes de vandalisme et faire en sorte que la paix revienne sur nos campus universitaires. C'est vrai que nous n'avons pas le même niveau d'information que le gouvernement, sans doute, parce que... Moi, je vous parle en tant qu'enseignant. Je vous dis, je suis professeur à la faculté. Je vous dis, nous avons les informations qui nous reviennent. Et pire, nous avons entendu, puisque en tant que vice-président de la commission de l'éducation au Parlement, nous avons convoqué, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, nous avons convoqué les enseignants qui sont venus s'entretenir avec nous. Mais on a entendu des choses horribles. Chers collègues, chers amis journalistes, on a entendu des choses horribles. Je dis, nous ne sommes pas pour qu'on dissoute les associations festières des étudiants sur le campus, mais dans le même temps, quand il y a une situation, à chaque situation, il faut donner la réponse. Laissons un peu le gouvernement dans sa démarche. Calmons nos enfants. Parce que après tout, ce sont nos enfants. Moi, j'insiste toujours. Nos enfants sont sur le campus, ils doivent réussir. On n'est pas sur le campus aussi pour foutre la merde sur le campus. Non. C'est ça le vrai problème. Il y a des revendications légitimes des étudiants qu'il faut analyser tranquillement et essayer donc de trouver des solutions. Mais quand vous engagez un bras de fer, on ne va pas souvent loin. C'est pas le dialogue qu'on arrive à trouver des solutions à toute situation. Donc, il faut nécessairement amener les étudiants encore à la table de négociation, à la fois avec leurs enseignants, avec le rectorat et ensuite avec le gouvernement. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses peut-être, et là également on le reproche souvent au gouvernement de pécher par défaut de communication. Le ministre Koupaki a parlé d'un film qu'ils auraient vu, qui sont les seuls à avoir, que nous n'avons pas vu. Il a parlé d'un rapport d'enquête qui aurait été commandité, que nous n'avons pas vu, et qui sont les seuls à avoir. Mais au-delà de ces éléments qui manquent et que nous n'avons pas pour apprécier à sa juste mesure la décision du gouvernement, il y a quand même des faits concrets. Vous allez peut-être le confirmer ou l'infirmer. Le Bénin est le seul pays dans la zone ouest africaine ou dans une certaine zone à avoir 3 fédérations d'étudiants. Alors que dans tous les autres pays, c'est une seule fédération. Là, récemment, il y a eu une réunion sous-régionale où toutes les fédérations d'associations d'étudiants se sont présentées. Eh bien oui, le Bénin il a été représenté avec 3 fédérations, alors que tous les autres pays sont venus avec une seule fédération. Il y a quand même nécessité peut-être de réorganiser un certain nombre de choses et de mettre, comme le dit un confrère que j'aime bien, de mettre la chapelle au milieu du village, l'église au milieu du village. Est-ce que ce n'est pas un peu... Oui, c'est pour ça que je vous ai dit sur la démarche du gouvernement. Oui, mais est-ce qu'il revient au gouvernement d'organiser cela? Non, ce n'est pas le gouvernement qui va organiser. Mais dès que le gouvernement va mettre la paix, va instaurer la paix sur le campus, dans les échanges maintenant, dans les négociations, on verra comment réinstaller, pourquoi pas, une bonne fédération des étudiants sur le campus universitaire. C'est ce que je voulais dire. Il faut faire en sorte qu'on évite qu'on ait une multitude donc, d'associations universitaires, on ne sait plus qui est le répondant direct. Quelqu'un a parlé de ghettoisation de nos campus. On n'a plus de répondants. Ghettoisation parce il y a tellement de structures. Ça fonctionne comme ça depuis plus de 20 ans. Non, pas comme ça quand on était sur le campus, non. Depuis plus de 20 ans, ça fonctionne comme ça. Depuis Soglo, ça fonctionne comme ça. Oui, mais quand même, c'est des étudiants qui étaient au moins, qu'on appelle, très réceptifs. Ils étaient très réceptifs. Cette fois-ci, ce que nous sommes en train de vivre, moi, c'est du jamais vu. Honnêtement, c'est du jamais vu. Ce qu'on dit, restons tous dans la logique de faire en sorte qu'on ait des structures fertières dignes de ce nom et qui peuvent être des répondants directs, soit avec le rectorat ou bien avec le gouvernement, pour satisfaire bien sûr aux revendications donc, des étudiants. Il y a une autre question qui me préoccupe et qu'on voit sur nos campus. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, nous avons sur nos campus des mouvements
régionaux, mouvements d'étudiants ressortissants de ceci, ressortissants de cela. Est-ce que ça, ce n'est pas d'abord la première menace à l'unité nationale? Et pourquoi est-ce que personne n'en fait rien? Sur les autres campus, dans les autres pays, qu'est-ce qu'on voit? On voit des étudiants qui s'organisent pour faire des activités culturelles, pour faire des activités devant les aider à avancer dans leurs études. Mais chez nous, on voit les ressortissants, les étudiants ressortissants. Voilà. Est-ce que ça, ce n'est pas des choses fondamentalement auxquelles il faut mettre fin, parce que ça constitue des moyens, ou plutôt des menaces à la paix sociale et à l'unité nationale? Parce que pour moi, c'est la première germe même de la désunion dans le pays. C'est la première germe des menaces, j'allais dire, à l'unité nationale. Est-ce que ce n'est pas des pistes, n'est-ce pas, à explorer? Non, je pense que ça dépend. Si c'est ces mouvements qui s'installent, c'est des mouvements communautaires, des étudiants qui s'installent et qui réfléchissent dans la même direction, dans l'intérêt peut-être de leur communauté. Donc comment faire en sorte que les étudiants venant d'une même communauté puissent aller aider, retourner à la source pour aider peut-être leurs jeunes frères, tout ça là. On peut pas condamner. C'est pas souvent le cas. Non, c'est pas souvent le cas peut-être, mais on peut pas condamner cela. Puis aujourd'hui, vous voyez quand même aussi que dans notre pays maintenant, il y a pas mal de communautés qui s'organisent chaque jour pour organiser des fêtes, quitte à ce que ces fêtes donnent certaines choses. C'est une épidémie. Voilà, c'est une épidémie, on ne peut pas condamner ça. Oui, Vigile, pour vos questions maintenant. Oui. Dites-nous, le PRD au Parlement, le PRD dans l'ensemble des députés soutenant Patrice Talon, puisque c'est désormais cela. Tout à fait. Comment ça se passe? Très bien. Ça se passe très bien. Le PRD a pris l'engagement. Non, ça se passe très bien. Le PRD a pris l'engagement de soutenir donc les actions du président Patrice Talon et nous le faisons comme vous le voyez correctement. On a l'impression que le PRD a pris l'engagement, mais le président encore plus, le président du Parlement ou le président du PRD? C'est le PRD qui a pris l'engagement. On le voit plus engagé aux côtés de Patrice Talon comme un 22e ministre à l'Assemblée? Pas du tout. Vous savez que le président Mbedi a deux casquettes. Il est à la fois le président, la deuxième personnalité de l'État. C'est normal qu'entre l'exécutif et le législatif, qu'il y ait des échanges permanents. Mais ensuite, il est le président du Parti du Renouveau démocratique et à ce titre, il conduit les actions de ce parti et nous donne les orientations et nous suivons avec lui. Dans les activités au Parlement, on a l'impression que c'est parfois Maître Adrien Mbedi qui, contre toute attente, sort l'exécutif d'affaires. On l'a vu plusieurs fois sur plusieurs dossiers, n'est-ce pas? Non, n'allez pas jusque-là. Non, mais c'est des perceptions, vous savez que les activités au Parlement, c'est... N'allez pas jusque-là. Je crois que aujourd'hui, ce qui est clair, il y a une majorité qui se dégage au Parlement pour le président Patrice Talon. Oui, justement, la majorité, parlons-en. Parce que nous avons reçu quand même des gens ici, et on a cherché à comprendre de quoi retourne cette majorité. Qui sont aujourd'hui ceux qui sont dans la majorité? Mais on nous a dit c'est une boule confuse, on ne sait pas qui ils sont, qui n'y sont pas concrètement. Déjà, commençons par de combien de députés est forte aujourd'hui la majorité? C'est quand même une arithmétique. Bon, alors l'arithmétique, je ne vous donnerai pas un chiffre ou un nombre, mais je peux vous dire qu'il y a une majorité qui se dégage aujourd'hui au Parlement. Ceux qui sont passés ici, on donnerait la même réponse. Moi, je ne donnerai pas un chiffre tout de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un processus, nous sommes dans un processus évolutif. Peut-être qu'il y a des députés qui hier sont de l'autre camp et qui vont revenir peut-être vers nous. Donc il n'y a pas un chiffre fixe à donner pour le moment. Oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a... Combien aujourd'hui? Je ne donnerai pas de chiffres. Mais dans ce contexte, il y a des réformes, on a besoin d'arithmétique, de rapport, de proportion. Oui. C'est dangereux, non? De toutes les façons, il y aura une majorité pour le président Patrice Talon. Ah bon? Ça, c'est clair. C'est clair. On travaille pour. Qu'est-ce qui vous donne Non, parce que nous sommes en train de travailler pour ça. Nous sommes en train de travailler au Parlement pour ça. Que cette majorité soit vraiment une majorité large qui soutient ces actions, parce que nous avons intérêt à ce que le président Patrice Talon réussisse son mandat de 5 ans. On en a besoin pour ce pays-là. D'accord, oui, mais justement, le président nous a annoncé des réformes. C'est un mandat de 5 ans, mandat de réformes. Et jusque-là, on n'en a pas beaucoup vu. C'est vrai que le Parlement a un rôle important à jouer. Et quand Vigile parle de majorité, il parle d'arithmétique, majorité numérique, etc., c'est tellement dans cette logique-là qu'il est en train de parler. Comment comptez-vous mettre cette majorité-là à la disposition du président pour la réussite? Alors que vous n'avez même pas idée de combien vous êtes. Mais on se connaît au Parlement.
Non, mais au moins, c'est arithmétique. Environ 60, députés à l'Assemblée. Je ne donnerai pas de chiffres, je dis, je ne donnerai pas de chiffres. Entre députés, on se connaît, on échange. Et je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a une majorité qui travaille pour la réussite du mandat. Oui, mais ça, c'est pour le quotidien au Parlement. Ça, c'est 42 députés, c'est pas compliqué. Mais pour quand on parle de réforme, oui, de réforme. C'est une majorité qualifiée quand même. Voilà. Oui, attendez qu'on aborde d'abord les réformes. Et vous allez voir. Et Dieu fera le reste. Et vous allez voir, quand on va aborder les réformes, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir que... vous verrez que, bon, voilà, qu'il a ce qu'il faut pour... Donc c'est une majorité Maolawe, c'est ça? Pas Maolawe. C'est une majorité qui se dessine clairement déjà au Parlement. À l'annonce de cette émission, un auditeur m'a demandé expressément de vous poser cette question. Quelles sont aujourd'hui vos relations, les relations entre le député Agamon Badiro et le député Atao Renro? De très bonnes relations. Vous savez que Atao Renro, c'est mon jeune frère. Non seulement il est mon jeune frère, mais on est famille du côté maternel de mon père. Alors donc, on a une très bonne relation. Tout se passe à merveille. C'est une relation familiale. Tout ne s'est pas toujours bien passé, d'après ce qu'il a dit, cet auditeur. Bon, moi, je n'ai rien du tout. Tout se passe bien entre Atao et moi. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau. Vigile, vous savez, ce qui est charmant avec le président du COSLEPI, tout est bien chez lui. Oui. Vous savez, il faut toujours prendre la vie du bon côté. Ne cherchez jamais les... Non. Moi, la vie est tellement simple, il faut la prendre du bon côté. Non, il faut être très positif, il faut être... je sais pas... Il faut pas chercher à se compliquer l'existence. Non, je ne vous en fais pas le procès. Au contraire. Tout se passe à merveille. Cela me plaît bien. Et c'est comme ça qu'il faut être à l'aise dans la vie. Voilà. Tout à fait. Alors, Vigile, on va peut-être prendre les auditeurs maintenant. Puisque le président ne parle pas. On va espérer qu'avec les... Non, mais vous pouvez envoyer vos questions. Moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Alors, nous allons prendre les auditeurs 64 44 02 44 66 75 72. S'il y a quelqu'un en ligne, nous pouvons le prendre. Il n'y a personne en ligne encore pour l'instant. Oui, voilà, il y a quelqu'un qui est en ligne. On me fait signe qu'il est en ligne. Le premier auditeur est là. Bonjour, monsieur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? On m'appelle Zachary Egouleti. Monsieur Egouleti, allez-y pour vos questions. Monsieur le député, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Badérou, comment tu vas? Je vais très bien, mon frère. C'est la nouvelle de Vincent? Bon, ça va. Monsieur Badérou, oui. Soyez les bienvenus. Merci. Sur cette émission. Vous savez, il y a une préoccupation. Et je vais adresser sous forme de questions. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est grand temps de réinventer l'autorité? Nos dirigeants décideurs. Première question. Deuxième question. Monsieur Egouleti, s'il vous plaît, faites-vous un peu plus clair. Réinventer l'autorité par rapport à quoi? Vous avez vu par rapport à la dégradation des biens, vous avez vu tout ce qui se passe, tout ce qui se trame. On ne peut comprendre que déjà ait créé une loi et ne soit pas capable de respecter cette loi et qu'on mette du temps à respecter cette loi. C'est pour ça que je dis, nous sommes dans un contexte de réinvention de l'autorité décideur. Première question. Deuxième question. Monsieur Badérou, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous dites dans ce jeu que ceux qui ne sont jamais enrôlés, ça fait rendez-vous en 2021. Pourquoi continuer à écarter des gens qui sont en âge de voter? C'est là où je ne comprends pas cette affaire de l'EPI qui essaie de nous créer des années. Des gens sont en attente de voter, ils ont l'âge, et vous dites que ça fait à l'année 2021. Moi, c'est une préoccupation qui m'inquiète à cœur. Eux aussi. La dernière préoccupation maintenant. La dernière préoccupation. Par rapport à la situation, dans un contexte récent, l'anarchie avait profité à certains. Il est grand temps, ne voyons pas qu'il est grand temps de mettre fin à l'anarchie sur le campus. Le campus, c'est un lieu de savoir, comme les écoles. On ne peut pas autoriser des actions politiques sur le campus. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ogunleti. Bonne journée à vous. Vous êtes le premier. Un autre auditeur est en ligne. Bonjour. Est-ce qu'il est là ou pas? Bonjour. À qui avons l'honneur? Non, apparemment, il n'est pas là. Ben, je rappelle... Oui, oui, allô? À qui avons l'honneur? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
Toussaint Wane Idou. Oui, monsieur Wane Idou. Cher honorable, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Toussaint. Oui, j'ai 2 petites questions pour vous ce matin. Et la première, je vous ai suivi du début jusqu'à la fin. Mais je voudrais vous demander d'abord, est-ce que vous aviez connaissance du dernier ouvrage écrit par Dr Gantonou Fidèle sur l'activité marchande au Parlement béninois? Si oui, est-ce que vous vous retrouvez dedans? Sinon, cherchez à l'acquérir pour en savoir plus. Deuxième question. Je suis membre CA du COS passé de l'honorable Augustin Awanvo Ebla. Durant toute l'activité, jusqu'à la fin de l'activité passée, on ne nous a pas encore payé jusqu'à ce jour. Nous avons eu la chance encore pour cette COS, pour le COS de votre que vous êtes président. Il a des difficultés, on dirait. On ne l'entend plus, Toussaint Wane Idou. Bon, on va prendre un autre auditeur. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Allô? Non, il n'y a personne. Je rappelle les numéros du direct: 64 44 02 44, 66 75 72 72 pour nous joindre. Est-ce qu'il y a un auditeur en ligne du côté? Non, il n'y a personne en ligne. Alors, les câbles sont mélangés. Les câbles sont mélangés. Bien, très bien. Alors, est-ce que nous revenons en studio? Ah, il est là. Bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? C'est Adoussou comment? Monsieur Adoussou, hein? Adoussou. Adoussou. Alors, allez-y pour vos questions. Je salue votre invité. Bon, je vais demander à votre invité quoi. Oui. La loi 1901 nous donne la liberté de parole, de créer des associations, des associations quoi. Mais est-ce qu'il arrive des cas de dérive ou bien que ces associations qui des troubles là, est-ce que le gouvernement ne doit prendre ses responsabilités? D'accord. Très bien, on a compris votre question, monsieur Adoussou. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Bonne journée dominicale à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne, ou bien n'est pas en ligne. Oui, allô, bonjour. À qui avons l'honneur? Bon, Davanou Thierry depuis Porte-Nouveau. Monsieur Davanou, allez-y pour votre... Oui, bon, j'ai suivi l'honorable. Et Vigile lui a posé une question sur le campus. Et moi, j'aurais voulu qu'il reprenne la réponse. Puisque j'ai constaté que sa réponse a été un peu trop politique. Et je voudrais lui rappeler que en 1992, Saddam Hussein avait voulu suspendre les associations sur le campus de Bagdad. Et nous, étudiants du Bénin, on s'était mobilisés, on a fait des pétitions, il a reculé. Ah bon? Et je me rappelle que depuis en 88, oui, allô? Oui, on vous écoute, monsieur Davanou. Je me rappelle qu'en 88, 89, 88, on lançait des cocktails Molotov. Bon, les gens vitriolaient d'autres personnes qui cassaient les mouvements. Mais Kérékou n'a jamais interdit quoi que ce soit. Il a laissé les étudiants que nous sommes et il a discipliné ceux qui lançaient les cocktails. Quand on les arrêtait, on les traitait convenablement. Nous n'étions pas d'accord. Mais interdire les associations et le député représentant du peuple donne cette réponse, je suis un peu surpris. Il n'a qu'à revoir sa réponse et nous attendons sa nouvelle réponse. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Davanou. Est-ce qu'il y a un autre auditeur? Il n'y a pas d'autres auditeurs. Pas encore. Il y a un autre auditeur. Oui, voilà. Bonjour. Oui, allô, bonjour. À qui avons l'honneur? Robert Doutetien, on m'appelle. Comment? Robert Doutetien. Doutetien. Oui, Robert. Allez-y pour vos questions. Ok. Je voudrais savoir parler le président Adamo. Oui. Le président, bonjour. Est-ce que vous pouvez lever un peu la voix parce qu'on vous entend difficilement là. Monsieur le président, bonjour. Félicitations pour la qualité de votre émission de ce matin. Je voudrais vous poser une seule question, monsieur le président. Êtes-vous sûr réellement que les agents qui avaient travaillé au niveau du poste passé recevront intégralement leur coût, tel que vous l'avez promis,
parce que la promesse a été faite en direct et le titre va aboutir. Merci et très bonne journée à vous. Très bien, bonne journée à vous, monsieur Doutetien. Un autre est là, bonjour. Nous allons en prendre quelques-uns encore, bonjour. Allô? Allô, à qui avons l'honneur? Allô? Bonjour, à qui avons l'honneur? Wilfried Alain Kinifort. Oui, monsieur Kinifort, allez-y pour vos questions. Oui, je vous appelle. D'abord, je dis bonjour au plateau. Oui, le plateau vous entend. Je voudrais attirer l'attention du président sur le fait que nous parlons de fiabilité de liste. Mais très souvent, les agents qu'on recrute sur le terrain font le travail comme bon leur semble. Les difficultés que nous rencontrons au niveau des données, les données ne sont pas fiables parce que les agents envoyés sur le terrain ne font pas correctement le travail comme cela se doit. Je voudrais attirer l'attention du président sur cela pour que dans leur recrutement, ils pensent vraiment à prendre des gens qui se donneront vraiment à la tâche. Et deuxième préoccupation, c'est au sujet de la situation à l'Université nationale. Moi, je voudrais appeler nos dirigeants d'aujourd'hui, je voulais en appeler à leur confiance. Parce que, j'ai dit, il ne faudrait pas qu'ils en rajoutent. L'honorable président tout à l'heure a tourné autour de la question et je regrette beaucoup. Il est temps, il ne faudrait pas que les libertés qui nous sont vraiment chères, nous avons acquises difficilement, soient compromises. Je vous remercie et très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, monsieur Kinifort. Un autre est là, bonjour. Allô, bonjour, auditeur en ligne. Allô, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Bonjour. Bonjour, nous vous entendons. À qui avons l'honneur? Ah, monsieur Awandino Bruno depuis Porte-Novo. Monsieur Awandino, allez-y pour vos questions. Je remercie le plateau. Mes questions, j'en ai deux. Sur la question de l'université. Il me semble que sur toute l'année, les étudiants, ils ont perdu. Ils ont eu une année blanche, orchestrée par l'administration universitaire, et ils ont eu, je dirais, le veto du gouvernement de ne pas permettre aux associations de pouvoir être des interfaces entre les étudiants et les autorités. Et la réponse de votre invité vraiment me désole. Il devrait dire quoi? Je voudrais demander à votre invité... Monsieur Awandino. Oui. Votre question, vous n'avez pas posé la question. Qu'est-ce qu'il devrait dire, notre invité? Comment? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, pour vous plaire? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Oui. Il a dit de talon qu'il est un démocrate. Ce qui est faux, évidemment. Par rapport à cette question, je pense que c'est pas faire œuvre de démocratie, de démocrate, que de piétiner la liberté. Il aurait donc dû dire qu'il est un dictateur. Je peux poser ma deuxième question, s'il vous plaît? Allez-y pour la deuxième question. Je voudrais demander à votre invité combien de femmes il a sous son administration au niveau du COSLEP. Combien de femmes? Je pose cette question parce que j'ai compris qu'un peu partout dans le monde, c'est la peur qui gouverne. Oui. La perspective de voir Hillary Clinton à la Maison-Blanche n'a pas permis d'avoir une femme comme secrétaire générale, n'est-ce pas, des Nations Unies. Jusqu'à quand la peur peut nous diriger dans le monde? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Awandino. Bonne journée à vous. Awandino Brunette. Brunette, voilà. Il défend les femmes. Auditeur, allez, bonjour. Allô? À qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Ouessou. Monsieur, pardon? Ouessou. Monsieur Ouessou. Allez-y pour vos questions. Bon, concernant la réponse du député par rapport à l'Université nationale, moi je ne vois pas qui est tort là. Parce que moi je ne peux pas envoyer mon enfant bien éduqué au campus
et que les enfants qui ne sont pas éduqués entraînent mon enfant et blanchissent mon enfant et l'année blanche. C'est-à-dire, blanchissent l'année en défaveur de mon enfant. D'accord. Moi, j'ai bien éduqué mon enfant. Mais que c'était, parce que je suis allé le lundi passé pour une soutenance, leur action, ce qu'ils faisaient, vraiment n'était pas des étudiants. Moi, j'ai posé la question, parce que c'est pour la première fois, moi, je mets pied à l'université. Mais ce que j'ai vu, non, mon enfant ne peut jamais agir de cette manière-là. Ça, c'est une décision, des choses provisoires. D'accord, mais monsieur Ouesso, est-ce que... On n'a rien suspendu. D'accord, d'accord, mais est-ce que vous avez une question à poser à notre invité? Oui, et pour moi, est-ce que notre université peut engager des délinquants pour toujours? L'université peut-il engager des délinquants? Engager des délinquants pour toujours. D'accord. Pour toujours. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Ouesso. Et bonne journée à vous. Vous êtes le dernier auditeur de la série. Nous allons revenir ici en studio pour essayer, avec notre invité, d'apporter quelques réponses à ces questions que vous avez posées. On va peut-être commencer par la dernière, celle de monsieur Ouesso. Est-ce que l'université où vous enseignez, monsieur Badirou, monsieur Agamov Fialetti, peut être un réceptacle ou d'éternels délinquants. Voilà, d'éternels délinquants, un écumoire de délinquants. Non, n'allons pas qualifier nos enfants de délinquants. Est-ce qu'il y en a là-bas, des délinquants? Je ne pense pas. Bon, d'accord. Donc il n'y a pas de délinquants. Je crois que c'est une question de réorienter encore la morale. Donc, je voudrais d'abord remercier les auditeurs et leur dire d'abord que peut-être je suis ici en tant que président COSLEPI, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'ils oublient que je suis enseignant, que je suis universitaire. Et quand je parle de l'université, je sais de quoi je parle. Oui, parce que justement, dans cette affaire, il y a beaucoup de personnes qui donnent leurs opinions sans les avoir jamais mis le pied sur le campus. C'est un peu comme... Voilà. Je parle en tant qu'universitaire. C'est bien amusant. Et je voudrais leur dire, ma position était claire. Je dis, je ne suis pas pour qu'on suspende définitivement les associations universitaires parce qu'on en a besoin sur le campus. Nous avons été étudiants avant d'être enseignants et je crois qu'on en a besoin. Mais il faut réorganiser ces associations. Ce que nous avons vécu ces derniers moments, ce n'est pas acceptable. Et si le gouvernement a pris une telle décision, j'ai été clair, dit, essayez de suivre un peu le gouvernement dans sa démarche. Peut-être que c'est pour ramener d'abord la paix sur le campus et qu'après, le gouvernement va voir comment dialoguer avec les différentes associations, c'est-à-dire rappeler peut-être d'autres étudiants ou bien même ceux qui se disent aujourd'hui les présidents donc des fédérations, voir avec eux comment nous pouvons avoir définitivement la paix sur le campus de manière à éviter qu'on ait chaque année des années blanches ou bien que peut-être on ait sur le campus des années qui se terminent jamais. Vous savez que jusqu'à présent on n'a même pas encore fini la rentrée universitaire. Nous continuons encore donner des cours à l'université. Est-ce que c'est normal? Oui. C'est là la réalité. Monsieur Agamon, dites-nous, vous êtes enseignant sur le campus, parlons des causes donc, qui ont amené donc, à cette situation. Aujourd'hui, notamment la situation du LMD, l'application du LMD. Est-ce que le LMD est adapté au contexte dans lequel nous sommes? Au-delà de cela, Wilfried Hervé-Adon, est-ce que ce ne sont pas les enseignants qui ont voulu faire payer tout le prix aux étudiants et tout le prix, ils n'ont rien accepté payer ou prendre en partie eux enseignants? Est-ce que c'est pas ça qui nous a amené là? Oui. C'est pas ça qui a poussé jusqu'au boutisme des Oui, c'est étudiants. vrai que le système LMD, tel que ça a démarré sur les différents campus universitaires, la mise en application posait un peu problème. Même au niveau de nous en tant qu'enseignants, ça posait un peu problème. Mais je dis, c'est pas pour ça que nous allons aller jusqu'à l'extrême. C'est pas pour ça qu'il faut aller jusqu'à l'extrême. Il faut toujours dialoguer. Oui, mais deuxième question. Oui. Monsieur Agamon, dites-nous, le gouvernement, on ne l'a jamais entendu dans cette crise-là de LMD au blanchiment de l'année, tout le reste, on n'a pas entendu le gouvernement. Pourquoi? Pour un seul acte, pour la première fois qu'il veut agir, c'est pour poser ce truc. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, vous voyez, prenez autant de Yaïbouni.
quand ils ont commencé cette affaire de l'MD, on avait trouvé donc des solutions, des solutions provisoires. Mais on n'a pas encore ce gouvernement n'a pas sorti sa solution. Je crois que la ministre de l'Éducation est en train de dialoguer, d'échanger. Et je vous ai dit, nous-mêmes en tant que membres, en tant que parlementaires, nous avons échangé déjà avec les enseignants sur la question. Et pas le gouvernement. Et le gouvernement est en train de faire son non, travail. Est-ce que le gouvernement moi, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement. Je parle en tant qu'enseignant et par rapport aux collègues, aller interroger nos collègues sur le campus. Ce qu'on est en train de dire, il ne faudrait pas que nos enfants perçoivent la question comme si on est en train de leur priver, il faut faire une privation donc de leur liberté. Non, il n'y a pas de privation de liberté. Est-ce que vous ne faites pas dans l'exagération? Dans toutes les situations de conflit, on n'a jamais été tendre avec ceux qui veulent briser le principe. Est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça? Même au temps de, je ne sais pas, ça a toujours été comme ça. Les enseignants ont toujours été intimidés quand ils ne vont pas dans le sens du mot d'ordre des étudiants, non? Tout à fait. C'est pour ça que je dis, mais attendez pour voir. Est-ce qu'il n'y a pas une exagération de la situation aujourd'hui? J'ai comme l'impression qu'au Bénin, on a toujours envie de prendre toujours les choses avec force, avec énergie dès le départ. Non, restons calmes. Voyons un peu quelle est la démarche d'abord du gouvernement dans ce sens. Et je suis sûr que la démarche du gouvernement, ce n'est pas de priver les étudiants de leurs droits d'association. Ce n'est pas vrai. Ça, je peux le jurer. Ils ne sont pas dans cette démarche-là. Puis ils sont peut-être dans la démarche. Mais on est dans l'interdiction. Bon, dans l'interdiction, c'est une interdiction provisoire. Ce n'est pas une interdiction définitive. Mais vous ne pouvez pas accepter, vous ne pouvez pas accepter aussi. Le temps nous permettra de l'apprécier. Je suis prêt à revenir encore sur le plateau. Pour pouvoir reparler, peut-être. On est là, on observe, on verra bien ce que ça va donner. Mais en attendant. Que nos enfants se calment. Que nos enfants se calment. Et qu'ils mettent plutôt cette période pour mieux terminer correctement leur année académique. Et on verra la suite. Et je suis sûr, nous qui sommes enseignants, il y a des enseignants qui sont aussi des enseignants syndicalistes qui défendent les intérêts des étudiants. Moi, je ne fais pas de ceux qui défendent les intérêts de mes étudiants. Allez à la faculté de médecine. Quand il y a des difficultés, les étudiants viennent vers moi pour échanger avec moi. Et je trouve toujours la solution avec l'équipe des Canal. Donc, je dis que les étudiants se calment un peu et qu'ils suivent d'abord la démarche du gouvernement. Nous ne pouvons pas aussi avoir un campus où il y aura un vandalisme total, où il y aura donc des choses totalement aussi inacceptables. C'est ce que je voulais dire. Donc, voilà un peu ce que je veux répondre par rapport à la situation sur le campus. Je n'ai pas de langue de bois. J'ai l'habitude d'aller directement, donc de dire ce que je pense. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas que je ne condamne pas. Je ne condamne pas. Je sais que le gouvernement ne va pas fermer, suspendre définitivement les associations universitaires. Non, il ne le fera pas. Très bien. Alors, de l'université, revenons au COSLEPI, dont vous êtes le président. Combien y a-t-il de femmes au COSLEPI? Demande M. Awandjinou. Awandjinou, comment il s'appelle? Awandjinou Bruno. Brunette. Non, mais attendez. Combien y a-t-il de femmes dans votre équipe? Il y en a tellement. Je ne peux pas dénombrer. Ah bon? Tellement. Oui, il y a beaucoup de femmes. D'ailleurs, vous savez, moi, je suis de nature, j'aime bien travailler avec les femmes. Votre réponse, cette réponse-là, je pense que ça doit satisfaire. Ça donne une idée de non. Et l'auditeur, je le remercie pour. Les femmes sont à quelle responsabilité au COSLEPI? Bon, responsabilité, on en a au secrétariat, on en a un peu au niveau de la comptabilité, voilà. Bon, ça dépend de leur profil. Et vous êtes vite arrêté, monsieur le président. Non, ça dépend de leur profil. Donc je dis, on en a au secrétariat, on en a à la comptabilité. Au niveau donc des membres COSLEPI, on n'en a pas du tout. On est 11, mais il n'y a que 11 hommes. Vous savez que notre Parlement, on a très peu de femmes au Parlement. Nous espérons que pour les prochaines élections. Elles sont d'ailleurs rares dans le COSLEPI, à part Madame Keke. Je vais vous faire une confidence. Je me plaignais en disant qu'on a très peu de femmes au Parlement béninois. Et j'étais la dernière fois au Burkina Faso pour un atelier de la francophonie, parlementaire de la francophonie. Et je changeais avec mes collègues des autres parlements pour voir, mais vous avez combien de femmes? Vous savez, nous on a peut-être 5 femmes au Parlement sur les 83, mais au Burkina, ils sont 140 et quelques, mais à peine il y a 12 femmes. J'ai demandé à la centrafricaine, c'est pareil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Et des échanges, c'est que les femmes aussi doivent se prendre, c'est-à-dire doivent se lever et faire le travail. Elles ne peuvent pas rester dans leur coin et demander à ce que les hommes puissent faire leur promotion. Non, ça c'est clair. Nous voulons bien qu'il y ait peut-être une parité, mais il faut que les femmes se lèvent aussi pour s'engager dans la politique, parce que c'est à partir de là qu'ils peuvent vraiment élever le ton et se positionner sur la scène
Très bien. Alors, M. Kinifo estime que les agents que vous recrutez au niveau du COSLEPI pour aller faire la collecte des données nous ramènent des données non fiables parce qu'ils ne mettent pas le sérieux nécessaire pour faire le travail. Est-ce que il n'est pas nécessaire de faire davantage attention dans le recrutement un recrutement de qualité pour avoir des gens qui font correctement le travail? L'auditeur a peut-être totalement raison. Je ne sais pas que totalement raison, mais il a peut-être raison également, parce que c'est vrai, les éléments que nous recrutons parfois au niveau donc des DA ou bien des ALA, ou bien peut-être c'est surtout à ce niveau que le problème se pose. Vous savez, nous avons engagé par exemple pour couvrir toute l'étendue du territoire près de 600 délégués d'arrondissement pour l'actualisation, et parfois nous avons des listes effectivement des personnes qui ne sont pas peut-être pas le niveau. C'est les collègues députés qui nous envoient parfois, c'est vrai, mais nous avons décidé d'aller sur le terrain, d'être présent sur le terrain. C'est clair que bon, s'il y a ces genres de situations, on va pouvoir remplacement. J'ai dit j'ai été clair même avec les CCA qui ont été nommés, qui ont été proposés par nos collègues parlementaires. J'ai dit, même s'il y a des CCA qui ne font pas le boulot, je prendrai l'engagement avec mes collègues de les changer. Parce que quand on vous prend pour une mission, vous devez accomplir correctement la mission. Si vous ne le faites pas bien, il n'y a pas d'indemnité. Parce qu'ils ont droit des indemnités et ils doivent être disponibles sur le terrain. Si moi je fais mes missions ou bien j'envoie les collègues du bureau sur le terrain et qu'on constate que les personnes désignées qui ne font pas correctement leur boulot, on va pouvoir leur remplacement sans commentaire. Ça c'est clair. Très bien. Alors, Monsieur Doutetien n'est pas très rassuré par tout ce que vous avez dit. Est-ce que les agents à qui le COSLEPI doit de l'argent seront vraiment payés? Et il voudrait que vous l'affirmiez à nouveau, qu'ils soient rassurés. Est-ce que c'est bien cela? D'abord, je voudrais rassurer pour ceux qu'on a engagés actuellement et qui vont faire le travail sur le terrain, qui seront, eux, payés correctement. Puisque je prends l'engagement de faire en sorte que, au fur et à mesure que nous accomplissons donc les différentes tâches, que le paiement suit. Pour les autres qui n'ont pas été payés, j'ai dit, là, nous avons introduit déjà le dossier, qui est même déjà en communication en conseil des ministres. Donc, je pense qu'ils n'ont qu'à se rassurer. Je vais faire en sorte, je vais rester tout en négociation permanente avec le gouvernement pour qu'on puisse dégager des fonds et les payer. Ils n'ont qu'à se rassurer et se tranquilliser. Et si ça devrait déjà handicaper cette fois-ci, la phase de l'opération qui est en cours? Je l'ai pris de ne pas le faire. D'accord. Je l'ai pris, je leur demande pardon de se calmer, de ne pas le faire. Nous allons prendre des dispositions pour les payer. Très bien. Alors, est-ce que vous avez lu le livre, l'ouvrage L'activité marchande au Parlement du docteur Gandonou? On voudrait savoir Toussaint Ouanedo, parce que ce livre pourrait contredire un certain nombre de choses que vous défendez ici, quand on connaît qu'au Parlement, il y a un marché des affaires politiques qui est ouvert et tenu. Il voudrait savoir, est-ce que vous avez lu cet ouvrage? Je n'ai pas lu cet ouvrage. Ben, il vous conseille vivement de le lire. Je vais peut-être chercher, comprendre. Je ne sais pas ce qu'il y a, je ne connais pas le contenu de l'ouvrage. Voilà. Donc je ne peux pas répondre à sa question. Bon, donc il faut une recommandation. Si vous ne l'avez pas lu, vous pourriez le rechercher et le lire. Ce n'est pas de la publicité, c'est une question de l'auditeur. Alors, combattre l'anarchie, il n'est pas grand temps de combattre l'anarchie sur nos campus? Je voudrais savoir, M. Gonleti. Nous avons largement répondu à cette question. Je crois qu'il faut éviter qu'il y ait le désordre sur le campus universitaire. D'accord. Alors, il y a une question importante, toujours du même auditeur, qui ne comprend pas pourquoi vous continuez à écarter des gens qui sont en âge de voter de la liste électorale. On ne les enrôle pas. Vous avez parlé de 2021. Ça, il ne comprend pas. Oui, mais il faut que nous apprenions aussi à respecter les lois que nous sommes données. Vous étiez tout à l'heure en train de nous condamner en tant que député, que nous ne déclarons pas nos biens. Alors, c'est la même chose. C'est la loi qui dit que, bon, c'est tous les 10 ans. Si vous ne l'avez pas fait, on ne peut pas du jour au lendemain vous enrôler. Ce n'est pas possible, on ira contre la loi. On ira contre la loi. Si vous êtes par exemple des enfants qui... Moi je suis parfois un peu peiné de voir qu'il y a des enfants par exemple qui ont aujourd'hui 18 ans, c'est vrai, mais qui n'ont jamais fait la LEPI. Alors que normalement, depuis qu'on a commencé comment on appelle, le recensement porte à porte, ces enfants avaient déjà plus de 8 ans. Ils auraient pu voter la dernière fois. Ils auraient pu aller dans le fichier électoral. Ils ne l'ont pas fait. Les parents ne les ont pas amenés à le faire. C'est pas maintenant quand ils ont 18 ans, maintenant qu'on va dire, il faut aller les prendre. Il y a un fichier qui est là. Et on a fait une extraction donc des 8 ans et plus de la base, donc du fichier électoral pour construire la liste électorale. Et
je suis désolé. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une insuffisance de la loi qu'il faut peut-être revoir en 2021? On va voir, c'est le Parlement. On va retourner encore au Parlement pour voir ce qu'il faut faire dans ce sens. Alors, mais il faut respecter la loi. Monsieur Gounetti, toujours lui, il a posé 3 questions. Réinventer l'autorité de l'État, dit-il, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui nécessaire de le faire? J'ai voulu savoir à quel sujet. Il a parlé de la déclaration des biens. C'est ça qui a retenu son attention. Peut-être sur d'autres chantiers aussi. Est-ce qu'il n'est pas opportun qu'on restaure l'autorité de l'État? Boniaï nous l'avait promis en 2006-2007. Bon, je ne sais pas à quelle étape nous en sommes. Vous avez une idée de la question? Non, mais moi je pensais, même quand il parlait de réinventer l'autorité, il pensait que bon, c'est de faire en sorte qu'on puisse quand même respecter l'autorité. Bon, si dit réinventer, respecter la loi, respecter les lois, etc. Bon, c'est vrai, il faut respecter la loi. Ça, est-ce que ça c'est loin de ce que vous comprenez aussi? Pour être respecté, il faut que l'autorité aussi se fasse respecter et incarne vraiment l'autorité en étant le respect. C'est ce qu'il faut. Pour faire marcher une entreprise, pour faire marcher un pays, à un moment donné, il faut faire respecter la loi, il faut faire respecter l'autorité, sans pour autant aller vers la dictature, c'est tout. C'est pas parce que, excusez-moi le peu, bon, l'ancien président l'a tellement martelé, réinventer l'autorité, mais on a vu quand même que ça faisait un peu la dictature. Non, il faut réorienter l'autorité de l'État dans les normes, dans les règles, tout en respectant les droits de l'homme. Tout à fait. Je me trouve toujours dans l'esprit de Zacharie et Gounetti. Est-ce que le respect de l'autorité, ce n'est pas être moins prononcé sur les deniers publics? On a parlé tantôt de l'activité marchande au Parlement. Est-ce que ce n'est pas respecter la loi qu'on s'est donnée soi-même? Est-ce que ce n'est pas tout ça qui met ensemble? Bon, moi je vois ça. Je préfère puisque c'est des aspects qui affaiblissent quand même l'autorité. Oui, moi je préfère... Quand l'autorité n'est pas exemplaire, alors que elle attend l'exemple des citoyens, est-ce que ça donne la force nécessaire, n'est-ce pas, à la puissance publique pour agir? Nous avons tous... légitimement, je veux dire. Nous devons tous travailler dans ce sens-là, c'est tout. Il faut tous travailler dans ce sens, pour que chacun puisse quand même essayer donc de faire les choses dans les normes, pour faire avancer ce pays. Très bien, Badirou Aguemon, président du COSLEPI, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Est-ce que vous voulez la conclure? Ma conclusion, c'est en direction donc de la population. Je voudrais d'abord remercier les auditeurs, tous ceux qui ont téléphoné, et dire que nous avons lancé donc cette opération d'actualisation de la liste électorale et que les gens sortent massivement. Il faudrait qu'ils sortent massivement pour tenir dans le temps et nous aider donc à avoir donc ce fichier électoral, cette liste électorale qui va être une liste fiable et consensuelle pour tout le monde. Vous promettez ça pour fin janvier rigoureusement? Je prends l'engagement. Le 15 janvier. Je prends l'engagement. Très bien. Alors il est temps, chers amis auditeurs, de rendre l'antenne. Badirou Aguemon, président du COSLEPI et député à l'Assemblée nationale, était là dans ce studio, notre invité. Monsieur Aguemon, merci. Merci vraiment d'être venu en direct éclairer de votre opinion l'actualité de cette semaine. On a abordé toutes les questions et c'était très plaisant. Merci vraiment d'être venu. Vigile avancé, Wilfried Adoun, Georges Ponou aux manettes pour la réalisation technique de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, avec d'autres invités, si Dieu le veut. Le grand rendez-vous.